Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission inédite, une émission 100% en français, une émission sans filtre, surtout sans réserve. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politique de notre société de Bas-Maliba. Aujourd'hui, nous recevons un invité de taille exceptionnelle qui se retrouve dans le domaine du journalisme. Et sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, monsieur Sempara. C'est moi qui vous remercie. Quelques mots à l'endroit de nos abonnés. Alors, chers internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Je me réjouis de cette invitation et je pense que nous aurons du pain sur la planche, monsieur Sempara. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. J'espère que le plaisir est partagé. Absolument. D'accord. Comme à l'accoutumée, il est important de parler du parcours de nos invités. Place à notre invité du jour. Monsieur Moussa Konaté, un homme très jovial, professionnel très prudent dans le domaine du journalisme et unique de son genre. Monsieur Moussa Konaté est un journaliste de formation et de profession avec une expertise avérée. Sa compétence est reconnue pour de vrai avec une éloquence authentique. Monsieur Moussa Konaté détient un DUT, mais aussi une licence en communication et journalisme dans une université privée malienne à Bamako. Après sa licence, passionné par les études et la recherche, monsieur Moussa Konaté s'est inscrit encore dans une autre université de la place où il décrocha sa licence en communication, marketing et 2 ans plus tard, il dépendit son master dans la même spécialité. Administrateur scolaire de formation à l'ex-Flash, M. Moussa Konaté travaille au groupe Média Énergie, à la radio, à la télévision et manage surtout le digital depuis quelques années. M. Moussa Konaté assure actuellement en qualité de rédacteur en chef la radio et le digital. Pour ne pas tout dévoiler sur sa qualité intrinsèque, je profite une dernière fois pour vous dire qu'il est consultant, formateur en leadership, en management, en coaching et en journalisme et communication. Quel parcours exceptionnel là. Aujourd'hui, il va satisfaire avec un bon procédé nos communautés sur Facebook, sur YouTube et TikTok sur des questions d'actualité politique qui sont en volatilité sur les réseaux sociaux, à savoir la construction de 4 centrales nucléaires au Mali, la reprise du camp de Tessalit et Aguelog, l'attaque du convoi de la MINUSMA. Monsieur Moussa Konaté, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation sur ce plateau de l'ouverture média. Je vous en prie, monsieur Sempara, c'est à moi de vous remercier. Merci. Maintenant, nous allons rentrer en quintessence de la chose pour poser des questions assez pertinentes par rapport aux réalités politiques de notre société. Quiconque se trouvant dans cette situation aimerait en quelque sorte savoir réellement ce qui se passe. C'est pour cela d'ailleurs mes questions seront les suivantes. Ma première question, monsieur Moussa Konaté, vu la situation de l'évolution de la transition, nos autorités de la transition ne font que volatiliser les choses.
s'émerger du jour au lendemain. Aujourd'hui, place à la création de 4 centrales nucléaires pour les Maliens. Qu'est-ce que les Maliens doivent s'attendre de plus par rapport à l'instauration de ces 4 centrales nucléaires qui va créer des potentiels pour le Mali et plusieurs choses à la fois? Que pouvez-vous nous en dire de plus par rapport à cette situation? Merci, cela n'est pas une surprise si on s'en tient à la nouvelle constitution dont les 3 principes édictés par les plus hautes autorités ont été alors adoptés par le peuple malien je pense bien en mois de juillet ou juin passé. Ça s'est tenu en juin passé, le 18 juin. Alors par rapport à ça, le Mali d'abord libre de sa souveraineté et par rapport à ses partenaires aussi, le Mali, on ne le dicte plus, il faut traiter avec tel ou tel partenaire. Donc du coup, le peuple est préservé aussi l'intérêt supérieur du peuple malien. Quand on s'en tient à ces 3 principes, on voit que les autorités de la transition ont véritablement fondé les jalons d'un vrai développement afin que le Mali soit un pays émergent. Ce n'est pas tout quand on prend par exemple le volet politico. Aujourd'hui, le Mali, sans embâche, et maintenant en bon terme avec la Russie et le chef du Kremlin qui est Poutine. En prélude de la visite de cette délégation de haut niveau qui est conduite par voilà, en ce qui concerne son excellence Monsieur Sanou, le ministre des Finances et de l'économie, donc maintenant en Russie, nous avons vu qu'il y a eu un entretien téléphonique entre Assimi Goïta et Poutine. Et par rapport à la suite de cet entretien, je pense bien Assimi Goïta a tweeté, comme on ne dit plus tweet, mais X. A Xé, on peut dire ainsi, donc maintenant, en mentionnant que nous avons parlé de l'économie, de la sécurité et autres. Donc ce qui veut dire qu'en prélude, je ne suis pas dans les secrets du pouvoir, mais quand on essaie de lire entre les lignes, je pense que Poutine et Assimi ont parlé de ça en prélude avant que cette délégation se déplace. À leur arrivée en Russie, il faudrait rappeler d'abord, avant cela, l'armement, par exemple, de l'armée malienne, de se doter de matériel de dernière génération. Nous avons vu que le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, il dit que la Russie, c'est un pays à fréquenter. C'est un pays aussi qui honore ses engagements. Quand elle dit quelque chose, elle la tient au moment opportun. Sadio Kamara l'a dit, le Mali s'est doté. Toute l'Afrique en parle, le monde en parle et l'armée malienne déjà aujourd'hui est montée en puissance grâce à ces matériels de guerre de dernière génération très sophistiqués et hyper puissants. Alors nous savons que bien avant cela, donc avant que cette transition, la rectification ne vienne, on avait vu que le Mali avait du mal à se doter de ce matériel de guerre, avait du mal. Quand, par exemple, nous achetons les matériels de guerre, soit sont bloqués au niveau de l'Espagne. Nous avons vu qu'un avion qui a été acheté aux États-Unis a été bloqué en Espagne. Il y a d'autres aussi matériels de guerre qui ont été bloqués dans le port de la Guinée et de la Côte d'Ivoire et autres. La liste, elle est très longue, je ne peux pas tout citer. C'est juste pour planter le décor afin que les gens comprennent ce qui se passe réellement. Nous sommes, par exemple, Shogel Kokalamaïga, il a dit, nous avons parlé de sécurité, il faudrait parler maintenant les 3D. Il y a défense, diplomatie et développement. Donc nous avons atteint le premier D. Il faut maintenant l'application des 2 autres D qui est diplomatie et développement. Et nous sommes dans ce volet et cette phase. Alors la conduite de cette délégation en Russie, qu'est-ce qui se passe? Alors ce n'est pas que le Mali va se doter des centrales nucléaires. Ah bon? Oui, ce n'est pas que ça. Quoi de plus? Ce qui est innovant dans cette affaire, c'est qu'il y aura le transfert de compétences. Transfert de compétences. Transfert de compétences, ce qui veut dire que le Mali va désormais voler de ses propres ailes. Nous n'aurons plus besoin de la Russie. Mais pour cela, il faudrait des mécanismes pour atteindre cela. Qu'est-ce que la Russie a proposé aux Maliens? D'abord, il y a ce qu'on appelle des bourses d'études que les étudiants vont se rendre en Russie pour pouvoir voilà, donc maintenant apprendre comment on fait d'abord la gestion, voilà, que ce soit sur le plan de maintenance et aussi la production aussi de ces centrales nucléaires. Et ensuite, très prochainement, il y aura une délégation malienne avant le mois
de décembre, si on s'en tient à la déclaration du ministre de l'économie, des finances et de l'économie, M. Sanou, il a dit que très prochainement, une délégation malienne composée des spécialistes et des experts seront en Russie pour constater ce qui va se suivre. Je pense que ça, déjà, c'est en train de poser les jalons, voilà, d'un vrai développement. J'espère que ça ne serait pas par affinité. Non, parce que les gens parlent d'affinité par rapport à la gestion. Souvent, il faut que réellement ce choix soit bien mûrement réfléchi. Parce que la fois passée, nous avons vu l'achat des groupes récemment qui ont pris feu. Paraît-il que le technicien qui devrait être sollicité n'a pas été sollicité à temps. Nous avons vu ça sur les réseaux sociaux. Bon, pour la construction des centrales nucléaires pour notre société en question, il faudrait choisir des ressources humaines qualifiées dignement de ce nom pour que les choses puissent aller. C'est ce qui va se passer. La Russie ne va pas seulement recevoir nos experts et spécialistes. C'est la Russie aussi sera là au Mali. La Russie sera au Mali pour pouvoir constater et voir l'évolution des choses. La Russie va nous assister pendant 5 ans en ce qui concerne, parce qu'ils n'ont pas parlé seulement que de centrales nucléaires, aussi une unité d'affinage aussi. Comme quand on prend par exemple le secteur des mines, le Mali est en avance dans le secteur aurifère, Donc il y aura une unité aussi d'affinage qui va permettre au Mali de faire sur place la raffinerie. Et cette raffinerie va permettre au Mali d'avoir le contrôle et la sortie de l'or, ce qui est un grand pas déjà. Parce qu'avant, ça se faisait ailleurs, on venait à rendre compte aux Maliens. Voilà ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette visite en Russie, cela ne va plus être possible. Monsieur Sempar. Bien. Alors là, est-ce que avec la construction de ces centrales nucléaires, pouvons-nous espérer de façon souhaitée à ne plus être délaissés par l'État, par l'EDM? Non, mais on ne peut plus être dans la même posture. Quand on prend les Occidentaux, ils ont eu une expérience avant nous. Il n'y a pas autant de coupures d'électricité comme chez nous. Souvent même, ils n'en connaissent pas. Certains pays n'en connaissent pas. Voilà, donc avec cette centrale, sinon ces centrales nucléaires, ça ne va pas servir que l'énergie. Ça va aussi s'intéresser dans le domaine de la médecine et de l'agriculture pour développer aussi ces secteurs. Puisque le but ultime affiché par les autorités de la transition, c'est aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. La Russie aussi, à travers ce voyage, dit qu'elle va donner du bleu aussi au Mali. Bleu. Maintenant, est-ce que réellement la mise en place de ces centrales nucléaires peut nous conduire vers l'industrialisation du secteur de l'agriculture? Tout à fait, parce que là, dans ce cas, l'agriculture est moderne. Quand, par exemple, nous avons l'électricité, par exemple, le système d'arrosage, par exemple, moderne, on peut s'en servir aussi de l'électricité pour pouvoir drainer souvent des eaux sur plusieurs kilomètres. Ça peut se faire à travers le central. Ça a multifonction. Ce n'est pas que dans le domaine de l'énergie d'abord. Et aussi l'industrialisation poussée. Ça va nous ramener vers l'industrialisation poussée. Parce que souvent, les usines qui consomment l'électricité sont souvent à faible tension. Mais avec le nucléaire, je pense qu'il y aura l'énergie à suffisance et les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation, notamment dans les usines, auront à gogo l'énergie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Maintenant, concrètement, quelle serait la durée d'exécution de la mise en place de ces centrales nucléaires? Je pense bien ils ne sont pas rentrés en détail sur ça. Je pense que les techniciens, la visite des experts et les spécialistes, ce sont eux en concomitamment avec les sociétés russes vont essayer de dégager le temps qu'il faudra pour pouvoir mettre toutes ces unités-là en place. Mais pour l'heure, ce ne sont que des déclarations politiques. La signature
par exemple, des mémorandums d'entente entre les sociétés russes et la partie malienne en vue de réaliser ces différents projets que je viens d'énumérer. Maintenant, quel sera le type de collaboration, de partenariat avec la Russie dans ce sens? Est-ce que ça sera à 100% privé pour la Russie ou ça sera à moitié quasi privé pour la Russie? Est-ce qu'il y aura des actionnaires en quelque sorte de notre espace en question par rapport à la mise en place de ce projet? Par rapport à ça, je ne suis pas dans le secret des négociations, mais je pense que quand on prend par exemple, on dit le transfert de compétences, c'est qui prouve que à un moment donné, la Russie sera obligée de rentrer. Quand on prend par exemple les pays asiatiques tels que la Chine, la Corée du Sud, au départ, aux ères des indépendances de l'Afrique, on était au même niveau que ces pays-là. Mais quelle politique ont adopté ces pays-là? C'est le transfert de compétences. Vous allez venir chez nous, investir, mais au retour, vous allez former nos gens afin qu'ils puissent assurer la relève. Je pense que le Mali s'est inscrit dans cette dynamique en vue d'avoir sa souveraineté comme cette souveraineté est exprimée par nos autorités de la transition. Maintenant, quelle analyse comparative faites-vous aujourd'hui par rapport au président du Burkina Faso, par rapport à notre président? Parce que quand lui il est parti au niveau du sommet de la Russie-Afrique, sa première demande a été de la mise en place des centrales nucléaires au niveau du Burkina Faso. Et le Burkina a été la première nation à communiquer sur la mise en place de ces centrales nucléaires au niveau du Burkina. Est-ce que réellement nous n'avons-ils pas pris assez de temps pour demander 4 centrales nucléaires vu notre collaboration avec la Russie il y a plus de 2 ans maintenant? Oui, mais vous savez que vous oubliez dans d'autres domaines en ce qui concerne le réarmement du Mali, de l'armée malienne. J'arrive enfin. Voilà, donc maintenant le Mali a pris une avancée majeure en ce qui concerne cela. Non, le but n'est pas du fait que le Burkina a été le premier ou autre. Ça dépend de la ligne de conduite de chaque pays. Certainement, en termes de priorités, les autorités de la priorité de l'électricité. Oui, mais après la sécurité, l'électricité est prioritaire. Oui, mais que ça c'est mon analyse à moi. Quand on prend le Mali était buté de quoi d'abord? En premier lieu, d'abord, c'est une crise multidimensionnelle qui a été infligée au Mali depuis 2012. Quand on prend cela, la priorité des priorités des autorités maliennes, c'est la sécurité. Je vous ai dit, cela a été dégagé. Donc maintenant, ils se sont mis dans le panel. Êtes-vous un défenseur? Non, je ne suis pas un défenseur, mais je suis en train de vous relever les faits. Ce qui s'est passé. Je ne défends pas. Mais juste, je suis en train de souligner ce qui se passe. Et IB, quand on prend, le Burkina est en crise, mais c'est différent de la crise malienne. Par exemple, chez nous, il y a ce qu'on appelle la rébellion Touareg, il y a les groupes armés, il y a les groupes terroristes qui sont là, il y a les narcotrafiquants, il y en a aussi des bandits armés aussi. Donc maintenant, là, notre crise est différente de la crise du Burkina Faso. Alors pour IB, certainement, la priorité pour lui, c'était au départ de demander cette centrale. Alors, cela ne veut pas dire que le Mali est en train de se comparer à IB, mais nous savons que quand nous sommes en relation avec la Russie, tôt ou tard, nous allons demander cela. Surtout cette année, nous avons eu trop de coupures au Mali, donc il faut ces centrales pour pouvoir alors booster l'économie malienne. Maintenant, vu l'intensité de la chaleur ici, du soleil aussi, est-ce qu'il n'était pas préférable de mettre en place des centrales solaires que des centrales nucléaires? Parce que il me semble que la mise en place de ces centrales peuvent générer des dégâts qui sont incontrôlables. Et justement, mais la Russie ne va pas se limiter qu'à ça. Elle va procéder des campagnes de sensibilisation et de mobilisation autour de cela. Nous savons que les centrales nucléaires, l'Europe est en train de se débarrasser petit à petit de ces centrales, vu les dégâts qui se passent 2 fois avec ces centrales. Quand on prend par exemple le cas du Japon, Fukushima et autres, avec ce qu'on appelle les tsunamis et autres là qui ont fait que ces centrales là, voilà. Donc quand elles se gâtent, franchement, ça
ça peut apporter des dégâts énormes. Je pense que pour un premier temps, le Mali va faire ça pour relever mettre son économie à niveau, sur la route des pays émergents, puisque nous avons le vent sur le Sahara, il y aura l'énergie éolienne, et je pense que nous allons révolutionner cela, et l'énergie solaire. Mais pour l'air, c'est dont on a besoin, je pense bien, c'est l'énergie centrale pour pouvoir booster notre économie, puisque la demande, elle est supérieure à l'offre. Maintenant, merci d'avoir donné cet éclaircissement à nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que notre invité du jour puisse dévoiler les réalités qui se cachent derrière les rideaux par rapport à la pratique de la politique nationale en question. Place à notre deuxième thème qui porte en quelque sorte sur l'avancement progressif de nos forces de défense au niveau du Nord. Nous avons appris qu'il y a eu une reprise du camp de Tessalit, mais aussi d'Aguelog. Moussa, qu'est-ce que vous pouvez offrir davantage à nos chers abonnés qui sont à l'écoute et qui sont assoiffés de puiser en quelque sorte dans tes informations pour enrichir davantage leur capacité d'information sur l'évolution progressive de nos forces de défense? Justement, le Mali est en progression pour prendre les emprises de l'aménagement. Contrairement à ce qui s'est dit à travers les médias internationaux que le Mali est en guerre. Le Mali, juste à la suite du vote de la résolution des Nations Unies en juin dernier, qui permet au Mali de mettre la main sur ces différentes emprises de l'aménagement, le Mali ne fait que suivre ce cours. Alors, ce qui concerne la première phase, d'abord, nous avons terminé avec la première phase. Permettez-moi de rappeler ça aux internautes, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur Sempara. Donc, dans mes notes, je pense bien que j'ai noté ça quelque part, un instant. Et voilà, la première phase, je vois bien. D'abord, il y a 12 camps de l'aménagement, plus celui de Bamako, qui fait 13. Alors, si c'est 13, nous voyons le bilan de la première phase du retrait, marqué par la fermeture des camps Dogo-Sagou. Dogo-Sagou d'abord, Ber, nous savons que pour Ber, il y a eu des violents combats. Parce que quand on prend par exemple, Ber est situé vers la frontière mauritanienne. Et donc maintenant, ça fait partie de la région de Tombouctou. Et cette zone-là, est considérée comme un carrefour où il y a toutes sortes de trafic d'armes, de drogue et autres. Là. Ah bon? Oui. Mais qui font ces trafics de drogue? Alors, je l'ai cité dans mes propos précédents que la crise malienne, c'est une crise multiforme et variée. Il y a les groupes armés, Touareg, qui ont leurs revendications. Il y a les groupes terroristes. Il y a les groupes djihadistes. Il y a aussi les narcotrafiquants. Il y a aussi ce qu'on appelle les bandits armés. Ceux qui font du banditisme, profitent du chaos pour pouvoir souvent aller faire dépouiller les populations de leur bétail et autres pour en faire un business. Donc c'est une crise multidimensionnelle. Alors quand on prend par exemple la zone de Ber, alors très facilement on peut aller de Ber, se rendre facilement vers Aguelog et Taoudeni et Kidal sans passer par Tombouctou. Et on peut aller aussi de Ber, on peut aller vers Tombouctou. On peut facilement aussi se rendre en Mauritanie et descendre aussi vers le sud malien. Voyez-vous donc cette emprise des terroristes, des djihadistes et groupes armés, quand on voit, donc le micro c'est bon, voilà, quand on voit cela, donc depuis plusieurs années, l'État est absent. Donc, cette reprise a été très très difficile pour l'armée malienne. Et d'ailleurs, l'armée malienne s'est rendue avant le délai même de la remise de ce camp. Nous avons vu cela. Il y a d'autres camps aussi qui en ont suivi. Donc, nous avons bouclé cette première phase. Et la semaine, cette semaine, l'armée même a fait un communiqué en indiquant que l'armée suit sa progression vers les emprises
de la MINUSMA envie d'avoir la même mise sur la. Mais en allant aussi, l'armée est en train de bombarder quelques positions aussi des terroristes qui s'attaquent à elle, en allant vers ces emprises. Tout comme vous, nous avons appris que l'armée s'est rendue à Thessalite et à Gelog. Mais dit que voilà, le camp de la MINUSMA était occupé et ensuite le camp de Thessalite. Non, on n'a pas cette information. Je pense que d'abord, on doit remettre les positions avancées, les postes avancés de la MINUSMA à l'armée malienne, les postes avancés d'abord. Et pour le cas de ces différentes zones... Mais quels sont ces postes avancés? Ces postes avancés de la MINUSMA, juste avant l'entrée, souvent, et ça c'est les stratégies militaires. Voilà, en dehors de la ville ou bien soit dans d'autres villages, ou bien dans d'autres villages, juste c'est des mesures de sécurité que la MINUSMA pour ne pas être attaqué dans son nid directement dans la ville. Donc c'est des postes avancés souvent qui alertent le camp avant de s'attaquer au camp réellement. Donc on doit remettre d'abord ces postes avancés selon les informations que je dispose, parce que l'information évolue. Certainement l'armée a la même mise sur cette partie, mais je ne dispose pas cette information à l'heure où je vous parle. Je ne dispose pas cette information. Mais le camp de Thessalite, il y a un souci avec le camp d'Agueloko. Les Nations Unies ont exprimé cette inquiétude vu les tensions qui ont eu lieu à Ber, qu'elle, à travers son secrétaire général Antonio Guterres, qui a fait une lettre le samedi dernier, il a fait savoir dans cette lettre qu'il a des inquiétudes en ce qui concerne des possibles tensions entre l'armée malienne et la CEMA. Et l'armée, dans sa progression, ne parle pas de la CEMA, elle parle des groupes terroristes. Pour l'armée malienne, elle est en conflit avec les groupes terroristes, mais pas la CEMA. Mais nous avons vu qu'Antonio Guterres a mentionné dans cette lettre au Conseil de sécurité, adressée au Conseil de sécurité, qu'il a des inquiétudes en ce qui concerne ces différentes zones. Donc si toutefois on peut revoir, il y a eu une rencontre entre la partie gouvernementale et la MINUSMA le vendredi dernier. La partie malienne a dit niet à la non-tenue de ce calendrier, parce que il faudrait tenir le respect de ce calendrier qui prendra fin le 31 décembre. Abdoulaye Diop a fait savoir aux diplomates des Nations Unies au cours de cette rencontre qui a eu lieu le vendredi dernier qu'il faudrait respecter ce calendrier. Donc il y a des difficultés en ce qui concerne la logistique, parce que la base, par exemple, vers l'extrême nord, en ce qui concerne cela, c'est l'armée tchadienne qui est à ce niveau. En ce qui concerne le déplacement souvent de certains matériels, la MINUSMA a émis des inquiétudes par rapport à cela et a demandé le prolongement du délai en ce qui concerne cela. Donc, nos autorités de la transition... Est-ce que cette négociation va-t-elle aboutir? Non, mais la partie malienne a dit non. Il faudrait respecter ce délai. Donc, elle est campée sur cette position, le respect de ce délai. Et pourquoi l'armée est allée rapidement là-bas? Parce qu'elle ne veut pas que le scénario de Ber se reproduit. Donc, l'armée est allée avant la date même de cette remise. Parce que quand on prend par exemple la base de l'armée reconstituée qui est à Kidal, selon les informations que je dispose à mon niveau, cela a été remise à la CEMA, puisque la MINUSMA a demandé à cette armée reconstituée de regagner sa base de Kidal pour protection. Si elle reste dans cette base, elle sera difficile de sécuriser cette armée reconstituée. Et mais dans ce cas, c'est une perte de plus pour l'armée malienne en question. Si cette reconstitution avait pour objectif de maintenir l'équilibre au niveau de ces zones, aujourd'hui, avec l'encerclement de ce camp 1 de Kidal, ça explique en quelque sorte une trahison ou l'incapacité en question de ces acteurs qui constituent cette armée reconstituée. Et justement, beaucoup de gens émettent cela
comme une sorte de trahison et que la MINUSMA n'a pas bonne foi de pouvoir honorer ses engagements comme il a été notifié dans la résolution de juin dernier qui a été votée par le Conseil de sécurité en donnant cette base. Et alors nous savons que cette base là, parce qu'il y a eu d'abord le MOC qui a été attaqué par les terroristes à l'époque, il y a eu plusieurs morts. Donc après cela, le gouvernement du Mali et la MINUSMA se sont mis d'accord pour pouvoir sécuriser cette armée et reconstituer. Donc elle est sous la protection de la MINUSMA. Donc on voit que l'armée fait sa progression vers Kidal. Vous l'avez dit, vers les emprises de la MINUSMA en ce qui concerne déjà, elle a déjà fait un communiqué qu'elle a déjà pris Anifis et ses alentours. Et ses alentours, tout est acquis et sous contrôle de l'armée malienne. Et nous savons que Anifis et Kidal, c'est à plus de 100 km de route. C'est plus de 100 km de route. Et déjà, cela inquiète beaucoup la CIEMA, qui se trouve dans leur chef-lieu et Kidal. Ça les inquiète beaucoup. Maintenant, quand on vous demande de faire une analyse par rapport à l'attaque barbare des terroristes, à l'attaque du convoi de la MINUSMA par les terroristes, quel diagnostic feriez-vous de cette situation? Par des terroristes. Et ce qui s'est passé à Kona, le vendredi passé. Le vendredi passé, c'est beaucoup ambigu. C'est ambigu. C'est ambigu dans quel sens? Dans quel sens on soupçonne beaucoup la MINUSMA parce que ces opérations... La MINUSMA serait-elle capable de s'auto-attaquer? De s'auto-attaquer, bien sûr, certainement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Selon les informations qui circulent, certaines informations, parce qu'il n'y a rien d'officiel. À l'heure où je vous parle, certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, ces informations révèlent que la MINUSMA a affrété des camions, des opérateurs économiques pour acheminer ces matériels vers Mopti, notamment à Sévaré. Au cours de ce chemin de Douanza à Mopti, donc maintenant les terroristes ont attaqué ce convoi. Mais réellement la MINUSMA devrait faire ce travail-là avec le gouvernement malien d'abord. La MINUSMA devrait travailler en amont avec le gouvernement malien et assurer ce déplacement avec le gouvernement malien, notamment Noufama. Mais après avoir pioché, parce que la partie gouvernementale n'a pas réagi, j'ai pas suivi le journal de 20h puisque j'étais en cours de chemin. Je ne sais pas si le gouvernement malien a réagi à cela à l'heure où je vous parle. Non plus, la MINUSMA a fait une note verbale pour indiquer que son convoi a été attaqué. Mais beaucoup de gens s'accordent que certainement la MINUSMA possède certains matériels dont elle ne veut pas que le gouvernement malien découvre cela. Donc, elle saurait, par exemple, affréter ces convois et essayer de donner la piste de ces convois à ces terroristes pour dissiper ces matériels. Il y a beaucoup de gens qui analysent en ce sens. Maintenant, place maintenant à notre troisième thème qui porte sur la reprise avortée des vols de Air France. À notre grande surprise, on a appris que le DG de l'ANAC, l'Agence nationale des aviations civiles, si je ne me trompe pas, a été limogé. En réalité, cette structure est-elle politique? Une décision d'un directeur général après la prise d'une décision par un directeur général, il se retrouve limogé par des décisions politiques. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance de ce directeur général qui gère l'aviation civile? Ici, c'est ce qu'on appelle une faute managériale. Une faute managériale. Ouais, cette décision dépasse ses compétences. Puisque en tant que directeur, c'est une faute managériale. Parce que lui, il ne doit pas gérer l'affaire, est beaucoup plus sérieuse à son niveau pour pouvoir trancher cette question. Nous nous en souvenons, la décision de rompre le vol Paris-Bamako a été prise unilatéralement, si on s'en tient au communiqué officiel du gouvernement malien par
l'Élysée sans pourtant informer au préalable Koulouba. Nous avons appris à travers un communiqué de Air France que les vols sont suspendus par rapport aux menaces qui planent, parce que ça trouvait qu'il y avait la situation du Niger. Le Mali avait fait une déclaration concomitamment avec le Burkina Faso. Si jamais la CEDEAO s'attaque au Niger, d'emblée le Mali rentrera en guerre. Et je pense bien Air France a notifié dans son communiqué qu'il y a des tensions sous-régionales. Donc, dit à cela, donc elle, et voilà, la compagnie, je parle bien de la compagnie d'Air France, elle va suspendre ses vols entre Paris et Bamako. Et du coup, aussi, on a vu la réaction. Le gouvernement malien n'a pas tardé à répliquer à cette réponse française. Donc, elle a répliqué pour pouvoir donner aussi sa version. Et pour cette reprise, Paris ou soit Air France ne doit pas traiter directement avec le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est que lui, il pouvait faire remonter l'information aux acquis des droits, notamment les plus hautes autorités du pays, pour se trancher sur la question. Mais sur lui, déjà, il prend la latitude, parce que c'est devenu une affaire au plus haut niveau, ça dépasse ses compétences. C'est ce qu'on appelle une gestion managériale. Il faudrait mesurer, est-ce que ça rentre dans mes prérogatives? Donc, il a fauté. Le gouvernement malien n'a pas tardé sur cette question. Du coup, il a été sanctionné par un simple limogeage. Bien. Maintenant, place à notre dernier thème qui porte sur le report de la marche pacifique qui avait été programmée par les militants et les responsables de la CEMAS pour demander une transition dirigée par un civil. Justement, quelle raison peut-elle pousser cette organisation à reporter une telle marche suite à tant de médiatisation et à tant de choses dictées sur la pratique actuelle de notre société? Nous voyons en politique que quand on veut, souvent on doit demander trop. C'est souvent ces genres d'exercices que les politiques s'attellent pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent en général. La CEMAS est un mouvement politique. On s'en souvient lorsque Imam Mamadou Dicko et ses compagnons à l'époque où fait Soumaïla Boubèye Maïga était Premier ministre, ça trouvait que la CEMAS n'était pas née à parler des religieux hybrides, c'est-à-dire tantôt politique ou religieux à l'époque. Donc ça a beaucoup choqué à l'époque les Maliens avant de comprendre ça. Mais par la suite, nous avons vu que Imam Mamadou Dicko et ses partisans ont mis la CEMAS en place. Parce que quand on prend par exemple cette organisation, elle est en train de faire valoir les idéaux et les valeurs que l'imam Mamadou Dicko incarne. C'est à travers cette organisation que le mouvement M5, avec d'autres organisations telles que le MK de Cheikh Omar Sissoko, et ensuite aussi le FSD, qui est majoritairement des partis politiques aussi, qui se sont mis ensemble pour mettre le mouvement M5 en place. Mais l'imam, dans sa casquette de l'imam, il serait plus difficile pour lui de devenir directement à visage découvert sur le terrain politique. Ils se sont apprêtés au jeu pour lui donner le titre de l'autorité morale, celui qui veille sur la chose. C'était lui le grand mobilisateur à l'époque. Alors, à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce qui se passe? Les intentions, sont devenues divergentes. Nous avons entendu tantôt que Imam Mamadou Dicko nous a trahis pour donner Mokhtar Rouane au niveau de la primature. Ça trouvait que le M5 RFP avait mis 14 CV sur la table en vue de désigner parmi ces 14 CV là un premier ministre pour la transition. Et du coup, nous avons vu la première phase de la transition. Imam avait placé pas mal des gens pour cette première phase. Il a même dit
lors d'une lecture de Coran pour le pays. J'étais même à Badalabougou, dans son centre. Non, pas à Badalabougou, plutôt à Bako-Djigroni, où se trouve son centre islamique. Il a fait savoir à l'époque que c'est lui qui a donné Mokhtar Wane, et il a demandé à Mokhtar Wane de placer aussi son chargé de communication porte-parole qui est un Dunga, et ensuite aussi Salia. En ce qui concerne Salia aussi était très proche parce qu'il fait partie de la CMAC. Lui, il est devenu ministre. Alors qu'est-ce qui se passe avec la rectification? Nous avons vu que l'imam a perdu un peu de place jusqu'à ce qu'on ne voyait plus ces hommes influents dans cette gouvernance. Et le M5, le noyau du M5 dirigé par Choguel Kokala Maïga sont revenus aux affaires. Ça trouvait que déjà, ils n'étaient plus ensemble. Ce noyau qui est resté sur place parlait de trahison, pas Choguel directement, mais ceux-là qui étaient à l'époque autour de Choguel disaient à l'époque que l'imam leur a trahi. Donc on est resté dans cette phase. Les élections ne se tiennent pas. CEMAS est mise à l'écart en ce qui concerne cette gestion, mais politiquement parlant, pour obtenir, c'est cette analyse que je suis en train de faire, mais nous savons que CEMAS ne va pas sortir, même si elle sort. Je pense que ça ne va pas assez impacter. Vous êtes sûr? Vous étiez sûr? J'étais sûr. Et raison pour laquelle, lorsque Aïdara s'est déplacé chez l'imam pour demander à l'imam de demander à la CEMAS de s'asseoir à cette marche, nous avons vu que le lendemain, la CEMAS a fait un communiqué en notifiant qu'il y a eu plusieurs médiations, notamment, ils ont mis un point, notamment le shérif. Et au temps d'Ibeka, nous avons vu donc, si je comprends bien, pour conclure votre idée, vous voulez dire tout simplement que la tête de l'imam a été sauvée suite à l'apparition nocturne. Et justement, on pouvait dire ces deux hommes se trouvent, ont le téléphone entre eux. Certainement, je suis en train d'imaginer, l'imam a pris son téléphone pour appeler un drôle à Karachogodi. Donc maintenant, des trucs comme ça, certainement. Certainement. Parce que le même soir, avant la tombée de la nuit, nous on était chez le shérif qui tenait la conférence pour faire le point sur le Mawloud. Juste, nous avons quitté là-bas pendant le crépuscule. Je pense bien à 20h, 21h, nous avons appris que Chérif s'est rendu chez notre père Mahmoud Diko pour lui demander à la CEMAS de s'asseoir à cette marche. Et nous savons qu'au temps d'Ibeka, lorsque le M5RF avait la force, ce même homme Chérif a demandé à maintes reprises à l'imam et ses hommes de laisser le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. La médiation, il y a eu aussi la médiation de la CEDEAO, mais l'imam a dit niet, parce qu'à l'époque, l'imam était en position incontournable. Mais quand on prend par exemple l'imam d'aujourd'hui, il est impopulaire. Si ces hommes sortaient par exemple le vendredi et qu'il n'y a pas eu une mobilisation de taille, ça va le décrédibiliser davantage. Et d'ailleurs, cette marche annulée vient sauver l'imam en quelque sorte et ses partisans. Mais est-ce qu'il était prêt même à faire cette marche pacifique avec la CEMAS, vu son voyage était programmé à 2h du matin? Non, l'imam ne va pas sortir. D'ailleurs, les informations que nous avons reçues, que l'imam a fait savoir qu'il n'est même pas au courant de cela. Pensez-vous que ça c'est vrai? Oui, mais les rumeurs en disent que l'imam dit qu'il n'est pas au courant. Mais comment ça peut être organisé que lui n'est pas au courant? Parce que quand on demande aussi la CEMAS, les premiers responsables de la CEMAS, on dit c'est pour défendre les idéaux. Justement, les premiers responsables de la CEMAS nous font savoir chaque fois que les décisions prises, l'imam n'est pas associé, il n'est pas au courant.
et ils ont leur autonomie. Et pourquoi le problème de limoges, c'est-à-dire, on a vu que Khaoudim a été mis à la porte. Bon, ça c'est un problème Et interne. il disait en ce moment qu'il avançait des propos qui allaient à l'encontre de l'image d'Imam Dicko. Et là, aujourd'hui, quel qualificatif faudra-t-il faire pour définir réellement ou pour... Le limogeage de Khaoudim. Oui. Bon, le limogeage de Khaoudim, quand on s'en tient, par exemple, parce qu'à l'époque, j'ai eu une interview avec l'actuel coordinateur général de la CEMAS. Et il m'a fait savoir dans une de ces interviews-là que Khaoudim ne respectait plus les textes. Il prenait les décisions unilatéralement. Souvent, il faisait des déclarations qui n'ont rien à voir avec les idéaux et la vision de la CMA sans pourtant consulter au préalable la base. J'ai eu aussi faire le recoupement auprès de Khaoudim. Khaoudim dit non. Mais là, si de façon primitive, cette organisation a été mise en place pour défendre la vision d'Imam Dicko, je pense que eux aussi, ils sont dans les infractions en prenant une décision que l'imam même n'est pas au courant. Voilà, vous pouvez le qualifier comme ça, mais il serait difficile de prendre une telle décision sans pourtant consulter au préalable. C'est ce que je suis en train de voir dans les coulisses. Sans pourtant consulter au préalable l'imam. Il sera très difficile. Parce après avoir contribué à donner tant de premiers ministres, à proposer tant de ministres, à proposer tant de chargés de mission, à proposer tant de directeurs, est-ce nécessaire ou est-ce Imam est l'homme idéal ou la CEMAS est l'organisation idéale pour demander une transition civile ou un président civil? Je vous ai fait savoir que la CEMAS c'est une organisation politique. Et quand on veut quelque chose, on doit réclamer. C'est comme le marché. On doit tirer la barre très haute pour demander certaines choses. Alors quand il y a des tiraillements, ensuite c'est des négociations. Qu'est-ce que vous voulez? Ils discutent, ils parviennent à trouver une solution. Quand on prend par exemple le cas de Amadou Koïta qui est actuellement dans cette transition. Lorsque Amadou Koïta était de l'autre côté, nous voyons tous les jours des déclarations. Nous voyons toujours, dans ces déclarations, la tenue des élections. Ils ont même donné l'ultimatum à partir du mois de la première phase de la transition, lorsqu'il y a eu les 18 mois, avant qu'il n'y ait la rectification. Je pense qu'à l'époque, et Amadou Koïta et ses partisans étaient là chaque fois à tenir des rencontres, à faire des déclarations pour demander et en même temps aussi en indiquant à ces autorités si les élections ne se tiennent pas dans les délais indiqués, ils ne vont plus reconnaître cette transition, les responsables de cette transition comme les premiers responsables. Donc là, on a vu qu'Amadou, il y a eu un compromis entre Amadou et ses acteurs, mais actuellement il est dans le gouvernement, on ne l'entend plus parler. Maintenant, parlant de cette situation de politique, certains sur les réseaux sociaux qualifient Imam d'homme religieux, d'autres qualifient comme un homme politique et d'autres le qualifient de pire, comme un rebelle ou un djihadiste. Est-il de quel qualificatif, selon vous? Les deux premiers. Un homme religieux, voilà, et un homme politique. L'imam a la casquette d'un politique, mais voilà, il le fait souvent à visage fermé. À visage caché. Caché et fermé aussi. Il se sert de quoi? Il se sert de son instrument, parce que quel instrument? L'instrument de la CEMAS pour faire la politique. Et pourtant, ces fans pensent que les hommes politiques ou les activistes ne doivent pas vraiment dénigrer cet homme religieux. Mais au lancement de la CEMAS, qui c'est pas un homme politique, au palais de la culture, Khaoudim a fait cette déclaration. Il dit CEMAS est imam ka barake minani. La CEMAS c'est un instrument de travail pour l'imam.
C'est ce qu'il a dit en Bambara. Il a fait cette déclaration devant tout le monde, devant les médias. Il y a les vidéos. Vous pouvez aller piocher, vous verrez cette déclaration. Kaoudi m'a fait savoir que la CEMAS est créée pour qu'elle soit un instrument de travail pour l'imam Mamadou Dicko. Alors, la CEMAS... Un instrument de travail pour accéder à quoi? Mais politique est un instrument de travail politique pour accéder à des fins politiques. Parce que la politique, c'est l'exercice. C'est la recherche du pouvoir pour l'exercice. Mais pense-t-il à devenir un jour président de la République? Bon, c'est un citoyen comme les autres. C'est à lui de répondre à cette question. Être, par exemple, président de ce pays, certainement, s'il a des ambitions, ce n'est pas une surprise. Mais s'il ne se présente pas non plus, on peut rien le dire. Mais s'il se présente, les gens vont dire que nous ne sommes pas surpris, vu les événements qui se sont succédés jusqu'à sa déclaration. Les gens vont se dire et faire une lecture que ce n'est pas une surprise. D'abord, c'était des sorties à l'époque au temps de Boubé pour demander sa démission ou autre là. À l'époque, Boubé avait dit que ce sont des mouvements hybrides, c'est-à-dire des politico-religieux. Au fil du temps, c'est là. C'est confirmé par la création de la branche politique qui est la CEMAS. Et la CEMAS aussi, en 2020, après sa création, je pense bien en 2019, la CEMAS a été créée. Et en 2020, il y a eu ce qu'on appelle, cette coalition. D'accord. Des hommes politiques et cette organisation. Parce que quand on prend par exemple, les regroupements religieux sont apolitiques. S'il dit qu'il va rester avec la casquette des politiques, des religieux, pour faire la politique, ça sera très difficile. Mais avec la CEMAS, en tant qu'autorité morale, ça sera plus facile pour lui d'être président de la République un jour. Bon, certainement, s'il a des ambitions. Donc, c'est sur la base de cette dernière interrogation que nous allons fermer notre parenthèse qui avait été ouverte il y a de cela 60 minutes. On a 1 heure déjà? Oui, je pense. Et donc, sans plus tarder, nous vous donnons la parole pour une dernière fois pour lancer vos mots de fin. Et justement, je lance un appel pressant à l'endroit de tous les citoyens du Mali, qu'ils soient et les amis du Mali, en ces heures cruciales de notre pays. Notre pays est en train de passer des moments très difficiles. Parce que cette phase-là, j'appelle ça la phase piège. Quand on prend par exemple cette résolution, à la fin, qu'est-ce qui a été dit? Si rien ne va, les Nations Unies peuvent revenir. Et je fais en sorte que nos autorités sont en train de bien communiquer là-dessus. À chaque fois qu'on essaie d'apporter l'étiquette, par exemple, de tuer les civils ou de faire des génocides, le Mali est en train de faire sa communication pour prouver que l'armée est en train de progresser vers ses emprises. Et quand, par exemple, les terroristes essaient de se mettre sur leur chemin, forcément, elle est obligée de faire la guerre. Donc cette communication, elle est assurée et aidons les autorités de la transition, parce que c'est le Mali qui est en difficulté. Comme on le dit, en temps de crise, on cesse de donner l'information, on fait une communication. Parce que la communication embellit, aide énormément. Mais souvent, en donnant la quintessence totale de l'information, peut mettre en branle le pays. D'accord. Voilà, donc maintenant, tout Malien, dans quelque endroit qu'il soit un soldat dans sa tête, qu'il soit une arme pour combattre l'ennemi, afin que ce Mali existe et existera, pour que nous puissions léguer à nos enfants et que nos petits-enfants soient fiers de nous. C'est notre génération, ça c'est un devoir des générations. Voilà, cette époque, c'est à notre époque, nous n'avons pas de répit. Nous allons travailler en ce sens et mettre ce pays sur le droit chemin et léguer ça à nos enfants. Et nos petits-fils qui vont venir vont bénéficier de ces efforts qui ont été donc maintenant fournis par les uns et les autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Encore une fois de plus, merci. Journaliste
de formation et de profession. Je précise, il s'agit de M. Moussa Konaté, qui était notre invité de ce jour, dimanche. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur, à l'extérieur, soient imprégnés de ces informations. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Je renouvelle cet honneur que vous faites à mon égard. Et je remercie la direction de Ouverture Média. J'ai des confrères avec qui nous avons partagé le terrain ensemble dans des moments difficiles. Ici Tcherno, Diefara, nous avons fait des moments difficiles ensemble sur le terrain, mais aujourd'hui, je pense que notre génération est en train de faire la fierté du Mali à travers cette communication digitale dont nous maîtrisons tant. Et nous avons mis en mal ces médias internationaux qui ont longtemps communiqué ce qu'ils veulent de foi. Mais à travers une langue locale, que le Bambara, le Sorail, le Peul, le Kassonké ou le Malinké, nous parvenons à dire à nos concitoyens ce qui se passe réellement en temps réel à nos concitoyens afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Merci une fois de plus pour cette communication éloquente et authentique. Ah bon, qu'est-ce que je suis flatté. Ça fait plaisir. C'était ces quelques mots qu'on avait à vous véhiculer pour que vous soyez imprégné des réalités politiques de notre société. Avec l'ouverture média, toujours c'est de la qualité. À plus. Merci.